Merci beaucoup, Madame la Ministre. Merci d'avoir donné des perspectives. Merci aussi d'avoir évoqué les lumières à la fin de votre intervention, de ton intervention. Et merci notamment d'avoir engagé ce combat pour l'universalisme. Et merci d'avoir évoqué la question de la cancel culture dans votre intervention, parce que je crois aussi, et je pense que nous sommes nombreux dans cette salle, à penser qu'il s'agit d'un véritable danger pour notre civilisation. Et donc je trouve particulièrement courageux et à propos que quelqu'un au gouvernement prenne ce cheval de bataille qui est quand même l'héritage de la France et l'héritage de l'Europe. Merci à Marie Viseau, qui est journaliste au Figaro, et à Frédéric Dabi, bien évidemment, qui dirige l'IFOP. Merci de nous avoir rejoints sur scène. Je vais laisser la parole à Marie, qui va modérer cette discussion. Et Frédéric, notamment, va nous présenter les résultats d'un sondage qu'il a réalisé en exclusivité pour les rencontres de l'avenir de Saint-Raphaël. Merci Nicolas, merci Madame la Ministre pour ce beau discours mobilisateur, à la fois pour vous et pour nous. Vous nous avez engagés tous collectivement envers cette jeunesse. Donc nous parlons des jeunes. Donc je suis Marie Viseau, j'ai le plaisir d'animer cette première table ronde de la journée. Bienvenue à tous, vous qui êtes ici, vous qui êtes derrière vos écrans. On sait que vous êtes nombreux à nous suivre sur Internet. Alors donc on débat de la jeunesse. Vous nous avez, Madame la Ministre, peint un tableau plutôt optimiste parce que vous avez envie d'y croire. Vous nous dites on est à un moment de bascule, c'est vrai. Et Frédéric, pour le sondage qu'il a réalisé spécialement pour l'événement, il va susciter le débat parce que quand on les interroge, les jeunes, ils sont peut-être un petit peu moins optimistes, particulièrement en ce moment. Donc Frédéric, on t'écoute pour nous parler de cette jeunesse que tu es allé interroger. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Bonjour Madame la Ministre. Merci, cher Nicolas, d'organiser en présentiel. Frédéric vient chaque année, donc oui. Alors à Saint-Raphaël, on est en famille au sens propre, mais alors voilà, nos amis font partie de la famille étendue et Frédéric. C'est très gentil, ça me touche. Effectivement, comme Marie le disait, donc l'IFOP a réalisé une enquête sur le regard des jeunes Français. Je ne sais pas si l'écran va passer, concernant l'avenir. Alors, une enquête qu'on avait déjà faite l'année dernière, mais qu'on n'avait pas pu présenter du fait du report de ces rencontres de l'avenir. L'idée, je ne sais pas si l'écran va arriver, on attend que ça arrive, mais ça devrait aller. Voilà, bon, voilà. Non, c'est pas le bon ordre, mettez depuis le début, s'il vous plaît. C'est ce qu'on appelle divulgacher en québécois. Voilà, non, voilà, oui, bon. Voilà, merci beaucoup. Donc effectivement, comme le disait Marie, le regard des jeunes sur l'avenir aujourd'hui, quelle perception, quelle représentation associée à l'avenir par cette jeunesse, les 18-30 ans, qu'on a souvent résumé trop rapidement à une génération Covid, même si le Covid a été un événement inouï, inédit, hors norme, qui a particulièrement frappé cette jeunesse, qui a créé une sorte de génération Covid, dans le sens où ils ont partagé les mêmes représentations, l'idée qu'ils avaient payé la dette, l'idée qu'ils avaient été sacrifiés, l'idée qu'ils avaient parfois été stigmatisés, et également le lien entre avenir et progrès, comment les jeunes articulent cette notion. Alors, diapositive suivante, qui dit sondage dit protocole méthodologique. L'enquête a été faite auprès de 1000 jeunes, donc un gros échantillon de la population française âgée de 18 à 30 ans. Alors, si l'écran peut se mettre en place. Les interviews ont eu lieu fin septembre et comme je le disais tout à l'heure avec Nicolas, on avait déjà fait cette enquête en septembre-octobre 2020, en pouvoir voir les éléments de comparaison, d'évolution. On était déjà dans le Covid à cette époque, on y est encore. Première question, si on peut la voir, les traits d'image associés à l'avenir. Je vais... Hop. Attendez. Voilà. Non. Oui, ça marche. Voilà, c'est à moi de le faire en fait, excusez-moi. Les traits d'image associés à l'avenir, les résultats sont frappants au regard du discours de la ministre, mais ils peuvent s'expliquer. 3/4 des jeunes interrogés considèrent que l'avenir est plutôt quelque chose d'inquiétant. Alors c'est bien sûr le reflet de cette période Covid, de cette difficulté à se projeter dans l'avenir, et plus largement, au-delà du Covid, c'est également la succession de chocs, de crises qu'ont connu
la jeunesse, c'est-à-dire le choc terroriste en 2015. Il ne faut pas oublier que le profil des victimes des attentats des terrasses, ce sont des jeunes, ce sont des moins de 35, moins de 40 ans. Le choc climatique, on a vu dans une enquête de l'IFOP en février dernier qui m'a servi à bâtir un livre sur la jeunesse, à quel point le choc climatique, l'éco-anxiété, le sentiment de vulnérabilité de la planète inquiétaient les jeunes et les empêchaient de se projeter vers l'avenir et susciter chez eux de la frustration, de la colère, s'agissant de la difficulté des politiques à changer les choses, à obtenir des résultats sur cette question. Pour autant, et c'est en ça que je ne suis pas complètement en décalage avec ce qu'a dit Sarah El Haïry, il y a un décalage entre cette inquiétude collective, et c'est vrai que quand on se projette collectivement en tant que jeune, on est inquiet de l'avenir, et un pessimisme et un optimisme individuel jamais vu. Il y a une résilience des jeunes, c'est pour ça que j'ai tout de suite dit qu'on ne pouvait pas ramener cette jeunesse à une génération Covid, mais une jeunesse résiliente qui se projetait vers l'avenir positivement à titre individuel, notamment grâce à un levier, l'engagement. Dans l'enquête dont je vous parlais, 3/4 des jeunes se déclarent personnellement engagés, notamment sur le climat. Mais c'est vrai que l'inquiétude et la toile de fond, vous le voyez, elle est plus forte du côté des sympathisants des partis extrêmes, France Insoumise, Rassemblement National, et cette succession de vagues, de chocs, ces crises sans fin, fait que l'avenir qui était vu comme quelque chose de très excitant, lors de la première rencontre, on était à quasiment 3/4 des jeunes qui jugeaient l'avenir comme quelque chose d'excitant, on était à 59% l'année dernière, on n'est plus qu'à 49%, c'est aussi ça, ce contexte particulier dans lequel évolue notre jeunesse, mais pour autant, l'avenir n'indiffère absolument pas. Alors, quand on s'intéresse au domaine dans lequel les changements, dans les 50 prochaines années, on est encore dans une logique de projection, sont jugés les plus importants, on a une hiérarchie qui est très éclatée, avec peu de domaines qui émergent spontanément. La consommation et la santé arrivent en tête, ça se comprend. La consommation, on a bien dit que le monde d'après Covid, même si on est toujours à dire que plus rien ne sera comme avant, et on sait très bien que l'inertie est parfois plus forte que la rupture, mais les nouveaux modes de consommation, le Made in France, les consommations locales, ça a aussi donné le sentiment aux jeunes que les choses allaient changer à l'avenir. La santé, c'est pas non plus une surprise. En décalage complet avec le discours des chaînes d'information, la santé est aujourd'hui le premier thème prioritaire pour les Français. Et c'était même antérieur au Covid. Dès septembre 2019, chez les Français et chez les jeunes, c'était vu comme l'enjeu prioritaire. Et puis on a une hiérarchie qui est assez intéressante. Les avancées scientifiques, pour les jeunes, le progrès, la science restent positivement connotés, en décalage avec ce qu'on a pu dire sur les controverses scientifiques, sur ce spectacle parfois un peu navrant qu'ont eu les Français et les jeunes de scientifiques qui s'écharpaient dans le débat public et sur des plateaux de télévision. Les jeunes ont aussi anticipé un vrai défi, le défi climatique et le défi des migrations, les mouvements de population entre les territoires. Pour autant, ce qui frappe, quand on pose ce type de questions, quand on le posait il y a quelques années, c'est que nous avons des chiffres qui sont peu élevés. On a une difficulté du côté des jeunes à anticiper des changements importants. Et là, ça traduit clairement un doute chez les jeunes sur les acteurs, notamment les acteurs politiques, leur difficulté désormais à changer des choses. Le politique, pour les jeunes, on le voit dans toute une série d'enquêtes, c'est aussi ce qui explique cette abstention massive, même si la présidentielle reste une élection à part et signée aujourd'hui pour une abstention massive chez les jeunes. Le 10 avril serait un véritable contresens. Mais en tout cas, pour la jeunesse, le politique n'est plus au cœur du changement, n'est plus le lieu des solutions et du changement. Tout ça peut expliquer, on en parlera, l'abstention, ce qui peut expliquer la capacité à mobiliser des actions individuelles. On est passé du paradigme du collectif à un paradigme individuel. Ça peut expliquer aussi que des jeunes se tournent vers des acteurs qui n'étaient pas envisagés il y a des années. Je pense par exemple aux entreprises. Corroborant ce que je vous disais, ce pessimisme, cette inquiétude collective, une question très simple. Quel monde connaît-on aujourd'hui? Un monde de progrès? Un monde de régression? Quel monde connaîtra-t-on demain? Et là, il y a clairement une rupture avec la jeunesse passée.
Dans les années 80, il y avait une jeunesse en souffrance également. Le chômage, la crainte du sida, on lui proposait des tucs. On avait un Premier ministre de l'époque qui avait été assez visionnaire, mais qui avait dit « Vous êtes chômeur, vous n'avez qu'à créer une entreprise ». Ça avait beaucoup choqué. Mais il y avait cette idée de progrès, cette idée que l'avenir était quelque chose de joyeux. Là, on a une majorité de jeunes qui considèrent que le monde connaît une période de régression. C'est bien sûr cet effet Covid, cet effet pandémie, cette crise sans fin qui augure, qui empêche toute projection. Et c'est bien sûr majoritaire chez les 25-30 ans. Hein. La ministre le disait, il n'y a pas une jeunesse, il y a des jeunesses et on a des vraies différences entre les 18-24 ans qui se projettent plutôt positivement et les 25-30 ans, la génération de l'insertion, la génération de la transition, du premier job, qui quitte le cocon familial et qui est beaucoup plus inquiète. Bien sûr, au sein des sympathisants du RN, la période de régression atteint presque 84%. Et selon vous, à l'avenir, quel monde connaîtra-t-on? Là aussi, la projection reste assez difficile. On passe quand même à 42% de personnes qui considèrent que le monde connaîtra une période de régression. Cela baisse un petit peu par rapport à ce que l'on connaît aujourd'hui, mais on voit que l'équilibre progrès-régression va vers la régression. Et là, c'est une véritable rupture par rapport à une vision positiviste du monde qui était portée par la jeunesse. C'est une vraie rupture par rapport à ce qu'on a pu mesurer depuis des années à l'IFOP. Alors, dernière question pour pouvoir engager le débat, elle est plus politique. On est à quelques mois d'un scrutin présidentiel. Qui incarne l'idée de progrès selon différentes personnalités politiques? On en a testé quelques-unes. Alors, ça date du mois de septembre. On avait testé les 4 prétendants de droite, désolé, pour Philippe Juvin. Ce qui est très intéressant, ce qui est très notable, et ça corrobore ce que je vous disais sur le fait que le politique est de moins en moins vu comme le lieu des solutions, le lieu du changement. Qu'est-ce que c'est que le lien entre les Français et les politiques? C'est un contrat de confiance, une délégation. D'un côté, je vous délègue mon vote, de l'autre, vous changez la vie, vous transformez, vous faites progresser la France. Et là, aucune personnalité ne recueille un score de progrès positif. Aucune n'incarne l'idée de progrès. Voilà tout simplement une des raisons de l'abstention massive que l'on connaît depuis maintenant des années. Pour autant, une hiérarchie émerge. En tête, Emmanuel Macron, 31% pour des jeunes considèrent qu'il incarne le progrès. Pas n'importe quel jeune. Alors, il est fort dans toutes les catégories, mais il est plus fort dans une jeunesse, on va dire, qui va bien. Étudiant des grandes écoles, cadre supérieur, vivant dans des grandes agglomérations. Marine Le Pen, en revanche, a une structure extrêmement typée. Elle est très faible dans la jeunesse, chez les primo-votants, ceux qui vont voter pour la première fois à la présidentielle. Elle est très forte dans cette catégorie des 25-30 ans, cette génération de l'insertion, très inquiète sur son avenir. Alors, ce qui est intéressant, parce que c'est en adéquation avec le rapport de force électorale à gauche, personne ne se détache vraiment à gauche. Anne Hidalgo, 24%. La même question posée en octobre 2020, elle était à 30. Jean-Luc Mélenchon, même chose, perd 7 points par rapport à 2020. Ça traduit, c'est une sorte de précipité de la situation jamais vue de la gauche. Le total des votes actuels pour les candidats de gauche, bien sûr, un sondage n'est pas une projection, n'est pas une prophétie, mais n'a jamais été aussi faible sous la Ve République. À droite, on a un équilibre entre Pécresse et Bertrand. Ce qui est très intéressant, et j'en aurai fini pour qu'on puisse débattre ensemble, c'est le score d'Éric Zemmour qui est très faible. C'est celui qui a le plus grand score de non, pas du tout. Alors il y a son discours sur le déclin, son discours à la Raoul Girardet sur l'âge d'or qui ne plaît pas à la jeunesse. Et s'il y a deux catégories où le candidat, maintenant on peut l'appeler le candidat Éric Zemmour, est particulièrement faible, ce sont bien sûr les femmes, qui c'est tout simplement la majorité de l'électorat français, et la jeunesse, car Éric Zemmour ne matche absolument pas avec leur engagement environnemental, leur envie d'égalité, qui va parfois jusqu'à cette pensée woke, à détecter de manière obsessionnelle des discriminations systémiques, mais en tout cas, il est particulièrement distancé. Donc, ce qu'on peut dire de cette étude, c'est qu'elle montre à quel point la jeunesse est composite, à quel point on ne peut pas la ranger dans une génération Covid. Pour autant, collectivement, elle n'a jamais été aussi inquiète, puisque l'IFOP, tous les 10 ans, réalise une grande enquête sur la jeunesse. Jamais on a eu une jeunesse aussi inquiète collectivement, mais pour autant aussi engagée, aussi
on va dire, résiliente et optimiste sur le plan personnel, malgré la crise. Je vous remercie. Merci beaucoup Frédéric. Donc une étude très riche, pleine d'enseignements. Et donc du coup, je me retourne vers vous, Madame la Ministre, parce qu'on a envie d'entendre votre réaction. Quand même, cette toile de fond qui ressort des 3/4 des jeunes de 18 à 30 ans qui se disent inquiets pour l'avenir. Alors Frédéric a commencé à donner des éléments de réponse, d'explication à cette situation. Comment vous interprétez, analysez ce sondage qui, comme le dit Frédéric, n'a jamais été aussi noir depuis 10 ans? Cette inquiétude, elle est, en tout cas dans notre analyse, elle s'explique, ou en tout cas elle peut s'illustrer par le nombre de transitions. Je veux dire, t'es inquiet quand tu sais pas à quoi va ressembler demain. Ça veut pas dire que tu es déprimé, ça veut pas dire que tu désertes, ça veut pas dire que tu ne crois pas en ton avenir ou en ton destin. Mais dans le fond, on peut les comprendre. Ils ont découvert, en tout cas pour certains, ils ont grandi avec une crise qui est mondiale, que personne n'imaginait, une crise sanitaire. Il y a des métiers qui sont en train de se créer qu'on ne connaît pas. Ils arrivent avec des mots que leurs propres parents ne sont pas capables de leur expliquer. Je peux en citer 3 ou 4. Les métaverses, la blockchain. Non mais, je veux dire, fondamentalement, c'est ça. Donc vous imaginez, arriver à la maison et de se rendre compte que la personne pour qui on a la plus grande admiration, c'est-à-dire son papa, sa maman, ne voit pas à quoi ça va ressembler. Pour certains, c'est aussi voir la multiplicité des opportunités. C'est plus rassurant de se dire, il y a un chemin, il y a des étapes. Je passe un diplôme, j'ai un métier, ce métier me donne finalement une rémunération, cette rémunération me permet d'acquérir une maison, et cette maison, finalement, c'est mon foyer, et ce foyer, je le construis avec un tiers. Mais ces transitions, aujourd'hui, démultiplient en réalité les opportunités et de fait créent de l'inquiétude. Donc moi, je ne vois pas du tout cette inquiétude comme un élément qui est négatif, mais comme l'illustration du besoin, en tout cas de la responsabilité que nous avons de les outiller plus, c'est-à-dire de leur montrer tous les chemins possibles et toutes les opportunités possibles, que ce soit en France, en Europe ou à l'international, que ce soit par des métiers qu'on est en train de remettre en excellence, les voies de l'apprentissage, et enfin casser peut-être un cadre trop installé qui est la seule voie et la voie du monde universitaire ou le monde de l'enseignement supérieur. Et donc lever un peu cette pression générale et dire à quel point nous avons à être fiers de la résilience collective qui est la nôtre. On reste un pays qui est extrêmement créateur de richesses. On reste un pays qui a un des meilleurs modèles de protection sociale. Et bien avec tout ça, cette inquiétude devrait être plus légère. Et en tout cas que chacun se saisisse de son optimisme personnel et considérer que son optimisme personnel peut bâtir en tout cas un avenir commun meilleur que ce qu'on peut projeter comme ça initialement. Et pour continuer dans ce sens, Frédéric, l'enquête IFOP montre ce qu'elle montre, elle est ce qu'elle est, mais toi, dans ton livre, La fracture, que je rappelle que vous pouvez trouver à la sortie de la salle, tu es moins pessimiste que ça quand tu décris les jeunes. Oui, ce livre se base, comme je le disais, sur une série d'enquêtes qui ont été faites pour la première fois en 1957. Alors, je n'étais pas encore à l'IFOP à cette époque, mais c'est à partir de cette enquête que Françoise Giroud avait forgé le concept de nouvelle vague, pour essayer d'identifier des générations. Cette enquête a été faite tous les 10 ans jusqu'en 1999, et je l'ai refaite dans la perspective de ce livre, La fracture, en 2021, à une période pourtant compliquée. L'enquête a été faite en février 2021, c'est-à-dire à un moment où la France venait d'échapper à un 3e confinement non décidé par le président de la République, mais pour autant l'inquiétude était tout à fait là. Et c'est vrai que les résultats de cette enquête, où on a une sorte de carotte géologique depuis de 60 ans, montre une certaine ambivalence. D'un côté, clairement, le choc Covid venant avec toute une série de crises que la ministre vient de rappeler a fait quand même bouger les choses. Une question toute simple, est-ce que vous êtes heureux aujourd'hui, moins 27 points par rapport à 1999. Alors quand je préviens un homme ou une femme politique qu'il perd 4-5 points de popularité, c'est la fin du monde. Pas chez Sarah, bien sûr. Mais voilà, 27 points, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Est-ce qu'on vit une période de chance ou de malchance? Moins 36 points par rapport aux années 80, qui, je les répète, étaient des années difficiles pour les jeunes. On se souvient aussi qu'on leur promettait des TUC, des travaux d'utilité collective. Il y avait une vraie inquiétude sur le chômage des jeunes qui est
un peu moins forte maintenant. Pour autant, la période est une période de malchance. Et puis, est-ce que ces jeunes ont besoin d'avoir un idéal pour vivre? Moins 40 points par rapport aux années 90. Donc, des indicateurs aussi forts montrent que quelque chose s'est déréglé. Pour autant, je suis frappé de voir que sur toute une série d'indicateurs de questions, les jeunes ont, même si l'épidémie malheureusement semble revenir, ont tourné la page Covid, mais surtout dans le cadre d'une projection positive individuelle. Ils sont une majorité à dire que la vie a beaucoup de choses à leur offrir. Ils croient très fortement au travail et jamais ils ont autant mêlé la sphère personnelle et la sphère professionnelle. Quand les jeunes des années 80-90 étaient sur une stricte séparation et une vraie gêne quand les deux sphères se brouillaient, là dans notre enquête, on voit qu'une majorité de jeunes considèrent que leurs collègues sont leurs amis. Jamais nous aurions pensé ça. Et de ce point de vue-là, le livre s'appelle La fracture parce qu'il y a des sujets où les jeunes d'aujourd'hui sont en décalage complet avec les jeunes du passé et l'ensemble des Français actuellement. Mais il y a des dimensions où les jeunes, et c'est la preuve de leur résilience, sont très diffusionnistes. Leur engagement sert les autres. Ce sont des petits Bonaparte au pont d'Arcole, notamment sur les questions environnementales. C'est la jeunesse qui a donné le tempo, c'est la jeunesse qui mobilise les Français, c'est la jeunesse qui a posé les termes du débat, notamment sur le mot climat. Il y a encore 10 ans dans nos enquêtes, quand on parlait du climat, les Français ne répondaient pas, ils répondaient environnement, qualité de vie. Maintenant, voilà, l'éco-anxiété, le fait que notre civilisation que notre planète, comme la civilisation décrite par Paul Valéry, peut être mortelle, est maintenant partagée par tous. Donc voilà, bien sûr, l'enquête faite pour les rencontres de l'avenir et Asterès confirme ça. Inquiétude collective, bien sûr, parce que de quoi sera fait demain, cette crise sans fin, mais très grande croyance en eux-mêmes, même si l'avatar, c'est que la traduction politique ne fait plus sens de moins en moins. Les jeunes voient le politique comme le lieu des solutions. Alors justement, tu parles d'environnement, je redonne la parole à Madame la Ministre. Je vois que Nicolas trépigne là, il veut dire quelque chose, mais j'ai une question à poser à Sarah El Haïry avant. C'était sous-jacent dans votre discours. Vous avez à cœur, et vous l'avez dit, de voir la France réussir, de voir les jeunes réussir. Il faut leur donner un cadre pour qu'ils s'emparent de toutes les opportunités. Mais ils ont aussi un rôle dont il faut qu'ils s'emparent eux-mêmes. Tu le dis, Frédéric, c'est eux qui parlent d'environnement. C'est peut-être eux qui poussent sur les questions d'entrepreneuriat. Quels sont les sujets sur lesquels c'est eux qui vont être très proactifs et finalement plus que nous aujourd'hui? Je pense qu'il ne faut pas leur faire croire que c'est au collectif de répondre aux grands enjeux. Alors, c'est toujours hyper frustrant de le dire comme ça, mais fondamentalement, pour qu'ils gagnent en cette confiance, et c'est peut-être un paradoxe de la jeunesse, il faut qu'ils en soient les acteurs. Alors, il y a un proverbe populaire qui dit « tu n'es jamais mieux servi que par toi-même ». C'est pas faux. C'est pas faux. D'où un engagement. Un engagement dans le monde politique, un engagement dans le monde syndical, un engagement dans le monde associatif. Mais c'est ce qui illustre aussi le paradoxe du vote. On a une jeunesse qui est hyper engagée sur certaines causes. L'environnement en premier, c'est le premier élément qui pousse à l'engagement. Mais on a vu la mobilisation des jeunes pour les droits des Ouïghours à l'autre bout du monde. On a vu les jeunes s'engager sur des questions d'accès à l'eau. Enfin, c'est assez dingue leur capacité d'engagement. Mais ils ne croient plus à l'expression démocratique. Pour certains, ils considèrent que c'est moins impactant, c'est finalement pas ça qui transforme, ce n'est même pas un accélérateur ou ce n'est pas utile. Ce qui m'amène à répondre au plus juste à votre question, moi je crois que c'est en remettant en lumière des rôles modèles, la capacité qu'une entreprise a à transformer l'économie. Je vais vous donner un exemple très concret. Yuka. Yuka transforme aujourd'hui notre manière de consommer. Vinted transforme profondément notre manière de consommer. Alors pour un coup c'est des vêtements, pour l'autre c'est de l'alimentation. Mais dans un discours, les jeunes, la seule manière de les rendre acteurs parfois, c'est de leur dire finalement tu as les clés, saisis-toi, mais tu peux être toi-même l'acteur. Donc sortir du yaka faucon. Et quand ils sortent du yaka faucon, ils sont profondément optimistes parce qu'ils voient que leur action apporte des conséquences et donc transforme. Et ensuite, évidemment, l'engagement politique, sociétal, il est pour accélérer, créer ces accords, les accords de Paris et compagnie. Mais fondamentalement, ils ont un rapport au temps qui n'est pas le même qu'avant. C'est très immédiat. Ils ont envie de voir l'action immédiatement. Alors quand tu leur expliques qu'un accord, ça se négocie sur 3 ans,
C'est trop long, trop loin, pas suffisamment d'impact. Quand tu dis on décarbone d'ici 2025, 2050, c'est trop long, trop loin, trop tard. Alors que quand ils vont nettoyer une plage, quand ils vont plonger c'est immédiat, et ils voient. Et ils ont un peu c'est un peu comme Saint-Augustin, je crois ce que je vois, mais finalement c'est ça. Et donc il faut gérer un rapport du temps et un rapport à l'action. Nicolas qui trépignait non, mais parce au bout de que l'estrade. Frédéric évoquait la question du travail, et dans l'une des slides de ton étude, en fait, tu montres que le travail est le domaine dans lequel les jeunes anticipent le plus de changements. Et j'ai une question vraiment à vous poser, à vous deux, à Frédéric et à la ministre. J'entends beaucoup de dirigeants d'entreprise, c'est vraiment une interrogation au premier degré, je n'ai pas la réponse, mais j'entends beaucoup de dirigeants d'entreprise me dire mais les jeunes, ils ne veulent plus travailler, ils font passer leur vie personnelle avant la vie professionnelle. Et j'ai du mal en fait à voir dans quelle mesure c'est une exagération de dirigeants d'entreprise ou dans quelle mesure c'est vrai. Donc je voulais à la fois avoir le ressenti de la ministre et savoir si toi, parce que tu avais plutôt l'air de dire le contraire en fait, ou en tout cas de nuancer cette assertion. Oui, voilà, je nuancerai cette assertion, effectivement. Bien sûr, les dirigeants d'entreprise que tu vois sont confrontés, et là, il n'y a pas un secteur. Tous les secteurs sont confrontés à la question des emplois non pourvus. On était en point presse avec Jean-Farouk Bézieux il y a 3 jours. Il a vraiment rappelé que la question des emplois non pourvus avait complètement changé le regard des dirigeants d'entreprise, avait également complètement changé, je fais une petite parenthèse, mais je pense qu'elle a beaucoup d'importance, le regard des Français sur le chômage. On est dans une élection, dans une pré-campagne faite présidentielle où le chômage n'est absolument pas l'enjeu prioritaire pour les Français. C'était l'enjeu prioritaire en 2016-2017, en 2011, en 2012. On revient presque au schéma 2006-2007, le pouvoir d'achat, et Nicolas Sarkozy avec le travailler plus pour gagner plus, avant de faire déchanter, si je puis dire, les Français, avait structuré la campagne. Ça a une vraie conséquence. Quand on demande aux Français quelle est pour vous l'injustice la plus forte, il y a encore des années, très peu de temps, il y a 3-4 ans, c'était le chômage. Maintenant, c'est le travail qui paye mal. Le travail qui paye mal, et la question du partage de la valeur travail, des fruits des gains de l'entreprise, va devenir, je pense, un enjeu majeur. Alors, sur le rapport, par rapport à ta question, les jeunes, c'est vrai que je ne dirais pas qu'ils veulent, ils ne sont que sur la vie personnelle. Il y a une donnée dans l'étude Nouvelle Vague dont je parlais qui est particulièrement forte. Quasiment 90% d'entre eux disent « Pour réussir ma vie personnelle, je dois réussir professionnellement ». Ils ont complètement brouillé les sphères. Quand on leur demande, je disais, mes collègues sont mes amis, quand on leur demande « Seriez-vous prêts à voir votre rémunération réduite de 5%, alors qu'ils gagnent moins un jeune diplômé qu'un autre, ou même un jeune, pour pouvoir travailler à moins de 20 minutes de chez vous ?» La réponse est oui, massivement. Quand on leur demande à des jeunes cadres quel est le principal critère pour vous, pour changer d'une entreprise, au-delà de la rémunération, il y a l'ambiance de travail. Ils sont de plus en plus à brouiller les sphères, passer de la sphère personnelle à la sphère professionnelle. Quand nous, jeunes salariés, quittions l'entreprise à 18h, et il y avait toujours un imbécile qui vous disait tu prends ta journée, bon après-midi, voilà. Ce type de choses, c'est complètement fini pour eux. Maintenant, pour pouvoir... Alors, ils ont une vraie fidélité à l'entreprise, mais transitoire, passagère. Et c'est vraiment, quand on voit la montée de la quête de sens en termes de travail, de l'utilité, c'est ce que disait la ministre sur la question des résultats, sur la question environnementale. Là où je peux nuancer un tout petit peu, c'est qu'on peut les inscrire dans du moyen terme, notamment sur les questions climatiques, si on donne des balises, si on donne des étapes claires. Mais par contre, leur dire COP 21, 22, 23, 24, ça, ils ne peuvent pas entendre ce discours. Donc, pour revenir à ta question, Nicolas, sur le travail, je pense que l'assertion est un petit peu caricaturale, mais c'est aussi le ressenti et une anxiété des dirigeants d'entreprise sur la question des emplois non pourvus. Peut-être juste un point complémentaire sur la notion de travail. Aujourd'hui, ils sont prêts à emmener le travail à la maison. Télétravail, ordi, la forme fait que ça se mélange. Mais le besoin de sens, il ne s'arrête pas aux portes du bureau. Et donc, si tu n'arrives pas à créer de la fierté dans le regard de ceux que tu aimes, donc en rentrant à la maison, dire voilà, aujourd'hui, je sais pas, j'ai construit un orphelinat à l'autre bout du monde par notre... Non, mais je parle partage de la richesse de ma boîte. Ou si tu sais pas l'impact carbone que tu as réduit, ou si.
eh bien, il manque quelque chose. Et donc, ce besoin de sens, avant, tu le comblais en étant engagé dans ta vie personnelle. Tu étais élu, tu étais bénévole d'une association, tu faisais de l'aide aux devoirs. Là, le fait d'avoir brouillé les deux sphères, finalement, fait que ce besoin de sens, voire d'alignement, il est tout le temps. Il est tout le temps. Et donc, de fait, la relation au travail, en tout cas, moi, je considère qu'elle a énormément changé. Et on voit des grandes entreprises avoir énormément de mal à recruter, et sans problématique de rémunération pour certaines d'entre elles, parce qu'il y a ce manque de sens, ou en tout cas cette capacité à projeter son action dans l'avenir. Et je pense à des énormes et des très belles entreprises françaises. Parce que la question, c'est qu'est-ce que j'y ai apporté moi, quelles vont être les conséquences de mon action, et est-ce que finalement j'ai envie que mon énergie serve un projet sur lequel je n'ai peut-être pas la main. D'où les questions de gouvernance aujourd'hui, de shadow burex ou de participation des salariés. Évidemment, tous les débats sur la raison d'être ou l'impact plus largement de l'entreprise. Exactement, parce que finalement, les jeunes forcent ces grandes entreprises à évoluer elles-mêmes. Les raisons d'être, la RSE, les jeunes sont en train d'impulser considérablement des changements au sein de ces grandes institutions. Vous nous avez parlé beaucoup d'engagement, Madame la Ministre. Peut-être vous pouvez nous dire un mot sur le service national universel que vous portez, qui vient en plus, enfin vous allez nous expliquer tout ça, de l'instruction obligatoire, et en quoi ce dispositif peut contribuer à porter cette jeunesse et à la faire évoluer de la manière dont vous nous la décriviez en introduction. Moi, c'est un projet, le service national universel, qui me tient énormément à cœur. Parce que je pense que dans un moment où on a du mal à imaginer des grands projets de génération, c'est un peu fou. C'est un projet qui aujourd'hui a un investissement à 110 millions, demain ça sera peut-être 1 milliard qui sera investi, mais dans le fond c'est quoi l'objectif ? L'objectif du service national universel, c'est de permettre à une jeunesse qui ne se croise plus de se rencontrer. C'est 3 temps. Un premier temps qui est un séjour de cohésion, où on réunit des jeunes 2 semaines dans un internat ou dans un centre de vacances, enfin en collectif. Ils sont en uniforme, ils lèvent le drapeau le matin, ils chantent la Marseillaise, ils apprennent les gestes de premier secours, ils parlent des essentiels de notre époque, la laïcité, les principes de la République, l'égalité entre les femmes et les hommes, les questions des institutions européennes. Finalement, c'est reposer les repères dont je parlais au tout début, c'est comment on les retransmet, alors même que l'école fait ce qu'elle peut, mais il y a aujourd'hui une manière il faut revoir tout le parcours de citoyenneté et de civisme. Mais parce qu'on est dans un équilibre de droits et de devoirs, le fait de recevoir pendant 15 jours où tu reçois tout ce que la République peut faire pour toi. Le gîte, le couvert, l'habit, la formation, le temps partagé, des activités peut-être parfois qu'on n'imagine pas, sportives. On est encadré par un tiers de corps en uniforme, donc l'armée, la police, la gendarmerie, les sapeurs-pompiers, un tiers d'enseignants, un tiers d'associatifs. Donc 3 cultures qui entourent les jeunes. Deuxième étape, c'est l'engagement du jeune. Il doit devenir acteur. On lui a transmis, mais c'est à lui de se saisir. Et finalement, c'est pour commencer à aiguiser cet esprit d'entreprendre, d'être acteur, et donc du coup prendre pleinement sa place. L'engagement, il se fait dans une association, une collectivité, ou au sein des préparations militaires, au sein des cadets de la gendarmerie ou de la police, au sein des jeunes sapeurs-pompiers. Et d'ailleurs, c'est vraiment cette étape où tu vas vivre ton pouvoir d'agir personnel dans l'action. Ça dure 15 jours. Et ensuite, la 3e étape, c'est un engagement long. Et là, notre objectif, c'est que le jeune, finalement, il se saisisse d'une opportunité d'un service civique, peut-être européen, peut-être rejoindre une réserve, rejoindre la réserve civique, mais en tout cas, d'être un citoyen acteur et actif de notre communauté nationale. Mais l'objectif de ces 3 étapes-là, c'est de renforcer et la résilience et la cohésion nationale. Le sentiment d'appartenance à une grande nation, parce que l'uniforme le permet, ça vient gommer des inégalités, alors même qu'on a l'impression qu'on a une jeunesse qui n'a pas envie, pas du tout. En réalité, elle a cette aspiration à. Les horaires, c'est vrai, sont très denses, on se lève très tôt, il y a beaucoup de choses. Mais pendant ces 15 jours, on vient réduire la première des inégalités dont je parlais au début, celle de se dire « je ne vais pas laisser les opportunités à venir au hasard ». Et donc, les jeunes vont rencontrer des élus, des chefs d'entreprise.
on va en réalité ouvrir très largement la porte. Ils vont rencontrer plein d'associations, la SPA, les Restos du Cœur, les anciens combattants, enfin, tout ce qui pourra les nourrir et tout ce qui pourra être des étapes clés de leur propre parcours, à un moment où ils ne connaissent pas les chemins. Et l'idée, c'est de leur donner une carte, leur donner une boussole, et qu'au moment où ils vont se questionner sur leur capacité de faire ou leur envie, ils se souviendront qu'ils ont rencontré des jeunes très différents d'eux. C'était en tout cas une des réussites à l'époque du service militaire sur la partie mixité sociale. On détecte les jeunes qui sont le plus en difficulté en termes de santé, pour les réorienter. Parce qu'on a des réponses. On a des réponses même pour les jeunes les plus en décrochage. Mais encore faut-il pouvoir trouver celui qui crée la connexion. C'est pour ça que dans un moment où tout à l'heure on parlait de wokisme, de cancel culture, de rapport à la laïcité, de rapport au commun, de rapport au sentiment d'appartenance, et un moment où les jeunesses ne se croisent plus ou très très peu, parce que les grandes familles de l'éducation populaire, les colos sont moins de rigueur aujourd'hui, eh bien recréer de manière très volontariste un temps de patriotisme, de citoyenneté et de civisme, c'est un enjeu pour moi de génération. Et le projet, c'est que l'année dernière, on a accueilli 15 000 jeunes. Cette année, ça va être 50 000 jeunes. 50 000. Vous les suivez après Oui. Vous savez ce qu'ils deviennent, vous parlez du chemin, vous savez le chemin qu'ils prennent. Oui, aujourd'hui, on sait. Et c'est pour ça que je fais accompagner ce projet par un institut qui s'appelle l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire, c'est l'INJEP, qui permet de voir à quel point on transforme, qu'est-ce qu'ils deviennent. Et c'est hyper important. Vu l'investissement qu'on y met, c'est hyper important de le corriger. On est encore sur des expérimentations. Aujourd'hui, une sorte de répétition générale. Et ça touchera pleinement son objectif quand il sera généralisé. Et pour ça, on aura un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat, bien sûr. Parce que poser une nouvelle obligation pour toute une génération, eh bien, c'est un débat parlementaire et c'est un débat de société. Ça embarquera tout le monde. Vous nous embarquez depuis le début, Madame la Ministre. Nicolas, je me retourne vers toi pour parler d'un aspect de cette jeunesse qui te tient à cœur. C'est ce sentiment de régression, ce sentiment que le progrès ne va pas améliorer leur avenir. Enfin, je grossis un peu le trait, parce que je sais que toi, tu n'es tellement pas d'accord avec ça. Comment on fait Je ne suis pas d'accord avec les jeunes. Comment on fait pour que les Français n'aient pas ce sentiment que je pense que c'est assez partagé. Je parle sous le contrôle de Frédéric, mais je pense que c'est pas spécifique à la jeunesse. Je pense qu'il y a une crise du progrès en règle générale. Alors, quand les jeunes disent, grosso modo, on n'a pas eu de chance ces 2 dernières années, ça, je suis d'accord. Hein. Je pense que vraiment, on n'a vraiment pas eu de chance. C'est un malheur qui nous a frappés. Les 2 phénomènes qui déstabilisent le plus les sociétés, moi j'ai regardé ça historiquement sur une très longue période, c'est les guerres et les épidémies. Donc, ce qui nous est arrivé est quelque chose de très grave, dont je trouve, au niveau mondial, on se sort extraordinairement bien, en réalité. C'est ça le paradoxe. Mais ce qui nous est arrivé est vraiment un choc très grave et très anxiogène. Mais là, en effet, je pense qu'on a une pédagogie à faire auprès des jeunes. C'est quand même de leur dire que, bien sûr qu'il y a des problèmes aujourd'hui, mais tous les problèmes sont identifiés et traités. Prenons la question du réchauffement climatique. Enfin, la question du réchauffement climatique, elle est plus que prise au sérieux. Un très grand nombre de gouvernements ont engagé la transition énergétique. On aura en fin de matinée une conversation avec Jean-Pierre Clamadieu. C'est le président d'Engie. Il faut bien voir ce que c'est qu'une entreprise dont le rôle était de vendre le plus de gaz possible. Ça, c'était il y a 20 ans. Et aujourd'hui, cette entreprise, qui est l'une des plus grandes entreprises françaises, son rôle, c'est de conseiller aux gens et aux entreprises de consommer le moins d'énergie possible. Donc, ce sont des mutations qui sont déjà enclenchées. Ce qu'on appelle le découplage, c'est-à-dire le fait de produire plus et d'émettre moins de de carbone. Ce découplage dont on nous disait il y a quelques années qu'il était impossible, aujourd'hui, il est enclenché, notamment en France. Notamment, d'ailleurs, grâce au nucléaire. Et je me réjouis que la majorité et le président de la République, qui peut-être un tout petit peu infléchi son discours depuis le début du quinquennat, mais en tout cas aujourd'hui, a un discours pro-nucléaire qui est assumé. Donc, on prend ces sujets au sérieux. On est en train de... On met 7 milliards d'euros par an dans l'hôpital. Donc, encore des problèmes à l'hôpital, mais on ne peut pas dire qu'on ne s'occupe pas de l'hôpital. On a un marché du travail qui aujourd'hui est extrêmement tendu, à tel point que, comme l'a rappelé Frédéric, la principale préoccupation des entreprises aujourd'hui, c'est leur principale préoccupation, c'est qu'elles cherchent des gens, et en particulier des jeunes. On est en train
de refaire l'urbanisme de nos villes. C'est extraordinaire, notamment ce qui se passe dans cette région, où les grandes villes, les villes moyennes, sont vraiment engagées dans des processus de rénovation urbaine, avec de la mobilité douce, des pistes cyclables. Donc, je pense qu'il faut quand même regarder les choses objectivement et ne pas céder à cette pression du moment selon laquelle tout est en train de s'effondrer autour de nous. Ça, je pense vraiment, je vous le dis comme je le pense, que c'est de la paresse intellectuelle. Et je pense aussi que les adultes ont un rôle, voilà, vis-à-vis des plus jeunes. Et c'est de leur expliquer que non seulement tout ne s'effondre pas, mais dans bien des domaines, on investit comme jamais on a investi pour faire en sorte justement que les générations futures ou les plus jeunes vivent mieux que nous. Mais la petite musique sur la décroissance, comme tu dis, ça infuse, c'est peut-être de la paresse intellectuelle, mais c'est ça. C'est par la pédagogie et l'explication qu'on arrive à... Oui, mais ça, c'est une guerre. Mais enfin, ouais. J'étais intéressé de voir que Sandrine Rousseau non plus n'incarne pas le progrès de façon complètement délirante, d'après le sondage que tu as montré. Donc, la décroissance, c'est très bien pour le café de Flore, mais les gens ne veulent pas ça. Enfin, j'ai jamais rencontré quelqu'un dans la vraie vie réelle qui était favorable à la décroissance, c'est-à-dire qui était capable d'expliquer aux gens les implications de la décroissance. Vous aurez un peu moins d'argent, il faut faire moins d'enfants, il faut tout faire moins. Bon. L'idée selon laquelle il faut tout faire en moins pour résoudre un problème est quelque chose qui, d'une part, intellectuellement, enfin, est quand même pas bouleversant, mais d'autre part, qui n'a pas de possibilité politique. Il y a une possibilité intellectuelle de la décroissance, mais enfin, c'est pas moi qui m'engage là dans une campagne électorale, mais enfin, j'imagine mal des candidats à l'élection présidentielle qui veulent gagner, expliquer aux gens qu'on va tout baisser et qu'on va tout faire moins, qu'on va tout changer, qu'on va transformer, oui. Et ça, bien évidemment, il faut le faire. Bon. Mais qu'on va tout faire moins, non. Donc, voilà, je crois qu'il faut l'expliquer, mais honnêtement, je ne crois pas du tout que ce combat soit perdu. On aura justement, juste après cet échange, on aura une table ronde sur l'écologie, et on verra bien que les solutions, en fait, elles existent, et que certains les mettent en œuvre. Le député de Seine-et-Marne, Jean-Louis Thériault, est ici, on se connaît bien. Dans son département, on fait des choses en matière d'économie circulaire, en matière d'agriculture, qui sont des choses concrètes, et qui marchent, qui permettent aux agriculteurs de vivre mieux et qui permettent d'émettre moins de CO2. Donc non seulement c'est possible, mais enfin certains le font, donc il faut montrer ça. Je crois beaucoup à l'exemple. D'ailleurs, la ministre a dit quelque chose, voilà, tout à l'heure la ministre a parlé des rôles modèles. Je pense que ça c'est une excellente idée, je pense que c'est absolument fondamental. Pour compléter ce que dit Nicolas, bien sûr, décroissance et... c'est un terme qui n'est pas du tout, qui prend pas dans l'opinion publique, même dans une partie de la jeunesse. C'est ce que j'appelle aussi un mot Voldemort hein, dans le champ en fait, comme les politiques. Dire qu'on est décroissant, c'est se voir délégitimé par une partie ultra majoritaire de l'opinion publique, y compris chez les jeunes. Les jeunes, quand tu dis par exemple moins d'enfants, on a une jeunesse qui aussi, hein, je le montre dans le livre, adopte des valeurs plutôt traditionnelles. Il y a plutôt une homogénéisation des valeurs entre jeunes et moins jeunes, notamment sur la famille. Et là, une fois de plus, le Covid n'a rien créé, mais il n'a fait qu'amplifier des tendances. La famille comme comment dire, lieu de refuge, comme aide, comme sas dans un monde compliqué. Alors, l'avatar de ça, c'est que la famille n'est plus non plus vue comme le lieu du débat, le lieu de la confrontation, qui pouvait être fructueuse. Dans les premières enquêtes IFOP dont je parlais, années 50, années 60, la famille était le lieu du débat sur le droit des femmes, sur les mœurs, sur De Gaulle ou pas De Gaulle, retour de la gauche ou pas retour de la gauche, là. Et c'est en ça que le wokisme peut être un véritable poison. Les perceptions sont tellement éloignées entre jeunes et moins jeunes sur ces questions d'inégalité, de discrimination, qu'on ne peut plus poser les termes du débat. Les mots n'ont plus le même sens. Vous dites à un jeune laïcité, il vous répond égalité et visibilité entre toutes les religions. Une personne plus âgée vous dit plutôt la définition traditionnelle, séparation politique, religieux, et le religieux reste dans l'espace privé. Alors j'ai fait une petite digression, mais là, on est vraiment sur des jeunesses et les autres Français qui sont chacun dans son couloir sans pouvoir se parler. C'est là qu'il y a un véritable poison. Mais bien sûr, ces termes de décroissance, non, je reviens là-dessus, n'ont vraiment qu'un très faible débouché dans l'opinion publique. Et on a vu, lors de la primaire Europe Écologie Les Verts, même chez eux, il y a une candidate qui s'est appropriée cette thématique. Elle a fait à peine 20%. Mais on ne débat plus le dimanche chez vous, en famille ? Moi, j'ai l'impression que si, quand même. Ah, mais je ne dis pas que le débat a en fait disparu, mais c'est un débat qui n'est plus
ce qu'il était avant, c'est-à-dire une sorte de répétition du débat public, du débouché qui était naturel. Le débouché, c'était le vote. Dans le livre, on montre qu'une abstention des jeunes n'est pas une fatalité. Il y a eu des élections présidentielles, 81, 95, 2007, elle est quand même assez récente, où les jeunes ont voté plus en pourcentage que l'ensemble des Français. Mais il y a quelque chose qui s'est installé depuis ces années, une sorte de logique de vanité du vote. Voter, c'est vain. Voter, ça ne change pas la vie. Voter, à quoi bon voter, hein, c'est un aquabonisme. Selon la chanson de Serge Gainsbourg pour Jane Birkin, à quoi bon voter si ça ne règle plus les solutions et le rôle du politique. C'est pour ça qu'il y a cette dichotomie, confiance très forte dans les élus locaux et défiance assez généralisée sur la sphère nationale, sur la preuve, sur la matérialité des résultats. Mais justement, puisque tu en parles, comment on fait maintenant pour, et je vous le demande peut-être à tous les trois, comment on fait pour ramener les jeunes aux urnes? C'est le moment, c'est la période, on est dedans, c'est important pour la vie démocratique. Comment on fait? On fait en reposant d'abord un parcours de civisme, en rappelant l'importance des actions et des compétences de chacun. Et puis on sait très bien que quand les campagnes touchent leur quotidien, ça marche. Et la dernière d'entre elles, c'est les européennes. L'élection européenne a remobilisé le vote des jeunes parce qu'on était sur des sujets qui les intéressent vraiment. Après, il y a des enjeux. En tout cas, moi, ma famille politique porte la question de la proportionnelle. Parce qu'on se retrouve face à ce sujet de est-ce que chaque vote compte? Moi, je pense que oui, il faut que chaque vote compte. Il y a la question de la modernisation de l'expression démocratique. Est-ce que demain, il faut moderniser? Est-ce qu'il faut du vote par correspondance? Est-ce qu'il faut du vote électronique? En tout cas, il faut se poser cette question-là. On a 9 millions de mal inscrits dans notre pays. Et tout ça, ce ne sont que les réponses, on va dire, formelles d'organisation. Ensuite, il faut une grande espérance. Moi, je crois au grand débat dans notre société. Je crois aussi au clivage de pensée. Je crois à ce grand débat public qui permet à chacun, en réalité, de choisir le cap que le pays veut prendre. Quand il n'y a pas de grand débat, il n'y a finalement pas cette envie de choisir l'énergie qu'on a envie de défendre, ou du coup le candidat qu'on a envie de défendre. Et c'est pour ça que je crois qu'il y a un enjeu, peut-être qu'il faut souligner, ou en tout cas qui vient limiter les débats dans les familles, la place aujourd'hui d'Internet, des réseaux sociaux et des algorithmes. Plus les algorithmes te poussent dans une communauté de champs sémantiques identiques, moins tu as envie d'en sortir et moins tu te questionnes toi-même. Et encore une fois, on voit comment les jeunes aujourd'hui s'informent. Ils ne s'informent plus dans les médias traditionnels. Enfin, c'est plus la télé, c'est plus le journal classique. Il y a de nouvelles formes aujourd'hui. Alors, ça va de médias numériques à des formats Instagram. Enfin, c'est très aléatoire. Donc, même si ça peut paraître une réponse pas de côté, mais pour aujourd'hui permettre une remobilisation et une lutte contre l'abstention, je crois qu'il faut l'éducation aux médias, il faut de l'éducation civique et morale à l'école, il faut une remobilisation des parents et il faut des rituels portés par les élus locaux pour la remise de la carte électorale qui resacralise l'expression démocratique, qui n'est pas juste c'est pas un bonus, quoi. Ouais, c'est pas la surprise dans le cadeau, dans le Kinder. C'est une vraie responsabilité d'expression. C'est un devoir avant d'être un droit. Et il y a des pays où c'est toujours pas un droit. Donc je crois qu'il ne faut pas laisser s'installer l'idée qu'on y va si on veut et que ce n'est pas finalement quelque chose d'important ou de grave. Nicolas? C'est bon. Nicolas ne renvoie pas les jeunes aux urnes. Si, non, mais ce que je veux dire est d'une banalité confondante, mais je trouve qu'on a besoin de discours qui sont forts. Enfin, je pense que l'une des difficultés de la politique, surtout au niveau national, c'est moins vrai au niveau local, parce que les maires, notamment, ont la capacité de montrer qu'ils peuvent changer la vie quotidienne. Donc, parce que quand on entreprend des investissements, par exemple, quand on fait de l'urbanisme, comme je le disais, ça change très concrètement la vie des gens. Au niveau national, il faut vraiment tenir un discours. Et il me semble que c'est un peu la façon dont, comme beaucoup, j'ai analysé le phénomène Zemmour. C'est-à-dire qu'à titre personnel, je respecte beaucoup ses électeurs, mais à titre personnel, ce ne sont pas mes idées. Mais il y a un narratif. Je veux dire, la France va mourir, il faut sauver la France. C'est un narratif, ça parle à un certain nombre de nos concitoyens. Et je pense qu'une des difficultés de la politique au niveau national, c'est que souvent, on a du mal à tenir des discours qui sont des discours forts. Et le progrès peut en être, à mon avis, d'ailleurs. Et justement, ce progrès, et je rebondis sur ce qu'on se disait tout à l'heure, qui va avec ce sentiment de régression, pourquoi n'infuse-t-il pas suffisamment dans la tête des jeunes que ce progrès peut leur bénéficier ? Je pense que
le XXe siècle en Europe a montré que la technologie pouvait se retourner contre ceux qui l'ont créée. Donc c'est l'histoire des guerres, c'est l'histoire de la catastrophe de Tchernobyl, c'est l'histoire du réchauffement climatique. Alors, le réchauffement climatique n'est pas spécifiquement européen, mais ce sont les philosophes allemands qui ont été le premier à théoriser le fait que les problèmes écologiques, pas le réchauffement climatique à l'époque, mais que les problèmes écologiques avaient été créés par les humains. Et donc au fond, on est passé en Europe d'une situation qui était celle des Lumières, où le progrès était vu comme quelque chose d'automatique et de systématiquement positif, à la situation inverse, à l'automatisme de pensée inverse, où on considère que le progrès n'est pas possible et que les évolutions de toute façon technologiques, etc., sont systématiquement négatives. Donc je pense que la clé de sortie de ça, c'est de montrer, c'est ce qu'on essaie de faire d'ailleurs ici dans des tables rondes, par exemple on aura des tables rondes sur la santé, c'est de montrer que le progrès aujourd'hui, ça existe. Par exemple en santé, on fait aujourd'hui des progrès qui sont absolument extraordinaires. Et pardonnez-moi d'être un peu obsessionnel, mais enfin, ces vaccins très efficaces, très sûrs, qui ont été mis sur le marché en 1 an, qui coûtent très peu cher, et que l'État-providence nous permet de distribuer, alors gratuitement, j'aime pas le terme gratuitement, pour tout à l'heure, enfin on se comprend, mais enfin rien n'est gratuit, mais enfin en tout cas, aujourd'hui, n'importe qui peut pousser la porte d'un centre de vaccination et il ne paiera pas pour se faire vacciner. Bah si, le progrès, là, pour le coup, ça existe, parce que ça, c'est quelque chose qui était totalement inimaginable il y a 50 ans. Donc c'est un progrès. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur tout ce qu'on vient de se dire? On a peut-être le temps pour vous donner la parole sur 1 ou 2 questions. Oui, madame. Alors bonjour, c'est pas une question, c'est plutôt un remerciement aux organisateurs de nous permettre de rencontrer Madame la Ministre. C'est gentil. Merci à elle d'être venue. Hein. Voilà, et donc qui a salué nos cadets de la défense, qui sont effectivement un modèle d'engagement de la jeunesse. Il faut savoir, Madame la Ministre, que le dispositif des cadets de la défense a été un laboratoire, mais vous le savez certainement, du SNU, qui aujourd'hui commence à se déployer, et je m'en félicite. Donc la Légion d'honneur que je représente au titre de la SMLH et d'une fondation qui s'appelle Un avenir ensemble, promeut ce que vous avez dit, promeut l'exemplarité, le mentorat, l'accompagnement par des plus âgés et l'accompagnement par des plus jeunes de plus âgés, parce qu'on s'est rendu compte que nos seniors avaient un petit peu de mal à maîtriser l'outil informatique qui aujourd'hui est un incontournable. Et donc nous avons mis en place avec le lycée Saint-Exupéry qui est là, Madame Ragano, Monsieur Chevalier, le proviseur, on avait mis en place un dispositif où les jeunes étaient les mentors et les seniors étaient les mentorés pour mieux s'approprier leurs outils informatiques. Et donc la SMLH et la Légion d'honneur à travers la Fondation Un avenir ensemble s'investissent dans l'intergénérationnel et tout à fait dans les logiques que vous avez évoquées. Et j'ai ici aussi 2 jeunes qui ont été retenus par notre société des membres de la Légion d'honneur pour avoir participé aux Olympiades de la jeunesse de la SMLH dans le cadre du centenaire de la SMLH. Voilà, et qui vont nous accompagner sur... Alors, on a un jeune qui va devenir notre porte-drapeau auxiliaire, voilà. Et donc, d'autres jeunes. Ils sont également membres du conseil municipal de la jeunesse. Donc, voilà, ce sont des exemples d'engagement. Et je crois que les lycéens du lycée Saint-Exupéry qui sont venus aujourd'hui sont venus pour entendre parler du SNU, voilà, accompagnés par Nadia Ragano et Philippe Chevalier. Merci à vous. Merci beaucoup. Je vais être obligé de clore cette table de ronde clore. parce que Merci les contraintes sanitaires madame. nous obligent Merci. à laisser un petit peu de temps. Une dernière question, une toute dernière, très rapidement s'il vous plaît. Avec tout l'esprit de synthèse dont je sens que vous êtes capable. Pas de problème. Voilà. Bonjour Madame la Ministre, bonjour à tous. Vous avez évoqué la notion de lire, écrire, calculer. Vous avez très bien abordé le sujet de l'apprentissage, ainsi que le service national unifié. Que fait-on? Quel est votre avis sur la tranche d'âge qui démarre CM1 jusqu'à la 3e, où on ne peut pas l'ignorer, la tension dans les relations parents, enfants, professeurs, instituteurs monte progressivement. Ouais. Merci beaucoup. Ouais. Quelle est votre analyse et quelles sont les solutions
envisagé? Merci beaucoup. C'est une très bonne question, à question claire, réponse courte. Vous savez, lire, écrire, compter, respecter autrui. Fondamentaux du premier cycle. Pourquoi ? Parce que respecter autrui, c'est évidemment ne pas laisser des tensions arriver à la maison, mais c'est aussi, en réalité, commencer à poser le respect du professeur, le respect des autorités, le respect de tous ceux et celles qui doivent en réalité être les accompagnants et les enseignants de vie qu'on va croiser. Mais c'est aussi un moment où on pousse chacun à s'engager, parce que le SNU va arriver à un moment un peu déclic entre 15 et 17 ans. Donc finalement, juste on le prépare en posant un cadre plus fort, avec du tutorat, du mentorat, avec de la démocratie scolaire, et surtout des temps périscolaires et extrascolaires beaucoup plus denses, et en démultipliant les classes défense, par exemple, et je salue, parce que l'objectif aujourd'hui, c'est de doubler le nombre de classes défense partout dans le pays, tellement ça fonctionne. C'est exactement le chemin du civisme, de la citoyenneté, qui permet en réalité de reposer les essentiels. Alors, je fais court, mais la meilleure manière, c'est encore d'avoir des repères, un cadre, et quand on en sort, on sait pourquoi, on l'assume, et la sanction peut arriver. Mais si on n'a pas de cadre, c'est plus difficile de se construire et de s'orienter. On est d'accord. Avant de clore cette table ronde, je voudrais vous donner quelques informations extrêmement rapides sur ces 3 jours. Déjà, je voudrais remercier nos partenaires, Kering, qui est notre grand partenaire, Malakoff Humanis et Bebron. Je voulais vous dire que le programme est exceptionnel. Ce que nous permettent de faire à la ville de Saint-Raphaël et son maire Frédéric Masquelier est unique en France. Vous ne trouverez pas d'équivalent. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, oui, mais j'avais une demande. Donc je vous demande de venir profiter de ces 3 jours absolument exceptionnels. Venez le plus souvent possible. Vous voyez que vous ne risquez rien ici. Le processus sanitaire est parfaitement respecté. Et donc venez au maximum de tables rondes. Il y aura des petits changements dans le programme parce qu'il y a des gens, malheureusement, vous savez le taux d'incidence, il y a des gens qui ont été testés positifs ou qui sont malades. Donc il y aura des petits changements. Mais toutes les tables rondes seront assurées. Éric Orsena, par exemple, ne sera pas là cet après-midi parce qu'il est souffrant, mais la table ronde sur l'avenir du monde aura lieu avec des intervenants, donc on pourra discuter, c'est moi qui la modérerai. Donc venez à toutes ces tables rondes, elles sont très importantes. La table ronde sur l'écologie qui suit est très importante. Le débat que j'aurai avec Jean-Pierre Clamadieu sur l'énergie, c'est un sujet fondamental. Il y aura en même temps une session sur la politique de santé à l'amphithéâtre. C'est aussi un sujet qui est évidemment fondamental. Je ne veux rien oublier, il y aura cet après-midi une table ronde sur les relations entre l'Europe et la Chine. Alors là, si on veut comprendre le monde dans lequel on vit, c'est absolument indispensable. Et ce soir, nous recevrons l'ambassadeur de France en Afghanistan, David Martinon. Et David Martinon a réalisé des choses exceptionnelles. Il a montré le meilleur visage de notre pays. Et donc, je vous demande aussi d'être très nombreux ce soir. Ce sera à 18h30. Voilà. Merci Madame la Ministre. Merci de votre venue, de ta venue. Merci beaucoup Frédéric et Marie. Merci à vous. À plus.